Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Amélioration de la sécurité, réformes politiques et institutionnelles, organisation des élections générales, promotion de la bonne gouvernance et adoption d'un pacte de stabilité sociale. Voilà les 4 axes prioritaires du plan d'action gouvernemental que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga vient de présenter devant le CNT, le Conseil national de la transition. Un plan dont la mise en œuvre va coûter plus de 2000 milliards de francs CFA. À 8 mois de la fin de la transition, certains partis politiques jugent ce plan trop ambitieux, alors que des organisations de la société civile estiment qu'il faut mettre en œuvre ce programme afin de résoudre les questions prioritaires, quitte à prolonger le délai de la transition. Transition, quelle analyse du plan d'action gouvernemental de Choguel Kokala Maïga? Nos invités sont Amidou Doumbia du parti Elema, Mamadou Diko de l'Union pour la République et la démocratie et Boubacar Bokoum, analyste politique. À la présentation de ce débat, Sikou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, nous allons commencer par l'URD, Mamadou Diko. On vient d'écouter le Premier ministre qui a présenté devant le CNT son plan d'action gouvernemental. Quelle lecture faites-vous de ce plan? Je vous remercie, M. Gadjigo. Avant de répondre à cette question, je voudrais saluer M. le Premier ministre, le Dr Choguel Maïga, pour avoir bien voulu sacrifier à ce rituel républicain de haute portée démocratique, qui trouve son fondement dans notre constitution du 25 février 1992. Je pense que c'est un bel exercice démocratique et le plan d'action est décliné en un certain nombre d'axes qui cadrent parfaitement avec les exigences du moment, à savoir l'axe premier, la sécurisation du territoire, qui est une demande très forte de l'ensemble des populations maliennes. Les réformes institutionnelles et politiques, je crois que c'est une demande aussi très forte de l'ensemble de la classe politique, lesquelles réformes sont parties d'un constat. Nous sommes à plus de 30 ans de pratique institutionnelle. Je pense qu'il est séant, il est requis que les acteurs s'asseyent pour faire le point. 30 ans, ce n'est pas beaucoup pour la vie d'un pays, mais c'est beaucoup pour évaluer la pratique institutionnelle. Le quatrième axe... Alors nous allons développer ce plan au cours de cette émission. Maintenant, je voudrais juste votre avis, votre analyse de ce plan. Est-ce que c'est un bon plan pour vous? Je pense que c'est un plan, comme vous avez dit, ambitieux. Et quand on veut développer son pays et quand on veut se développer soi-même, on se donne de l'ambition et on se crée les moyens pour atteindre, réaliser cette ambition. Ce programme peut-il être mis en œuvre durant le temps restant pour la transition? Vous savez, c'est un programme. C'est une espèce de déclaration de politique générale. Si nous étions dans un cadre républicain normal, si ce n'était pas une transition, on l'aurait appelé déclaration de politique générale. Je crois que c'est une déclaration d'intention. D'intention pour avoir le cutus de ce qui fait office aujourd'hui de représentation nationale pour aller justement à la mise en œuvre de... Je crois que c'est un plan ambitieux et ce qui est demandé en particulier aux acteurs politiques, c'est d'accompagner la mise en œuvre de ce plan par des propositions concrètes, par de l'engagement sincère des uns et des autres. Je pense honnêtement, si cela est, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas aller en avant par rapport à ce plan. D'accord. Amidou Doumbia, vous êtes du parti Elema. Après avoir écouté le Premier ministre, dont le plan s'articule autour de 4 axes, pensez-vous que c'est un plan qui pourrait être mis en œuvre durant le temps imparti pour la transition? Je vous remercie. Je pense que le Premier ministre s'est engagé à respecter le délai, parce qu'il dit que ce plan est fait en fonction du reste du délai de la transition. Et moi, je peux tenter de le faire confiance, parce qu'on ne va pas penser qu'il va mentir devant quand même l'Assemblée et devant les membres du CNT. Maintenant, par rapport aux priorités, ce n'est pas une innovation. Quand vous suivez les différents premiers ministres,
Ils ont presque tous eu comme priorité les questions de sécurité, les questions de réforme politique et institutionnelle. Et pour la transition, il y a l'organisation des élections et la promotion de la bonne gouvernance. Je pense que ça fait partie des priorités du Mali, qui a été toujours dit, même quand Mokhtar Wane présentait son plan, c'était les mêmes priorités. Maintenant, il y a des aspects qui nous amènent à réfléchir par rapport à la faisabilité. Laquelle? Par exemple, quand on veut tenir 6 mois de délai et qu'on veut faire des assises de refondation, commençant dans les régions et en remontant jusqu'au niveau national, et de prendre ces recommandations et les mettre en œuvre dans les délais de 6 mois. Bon, je ne sais pas par quelle magie il va faire, mais il a dit qu'il va le faire quand même. Ça, c'est un premier élément qu'il faudrait tenir en compte. Il parle de réforme institutionnelle. Bon, il faudrait qu'on rentre dans le document pour voir quel genre de réforme il veut faire. Est-ce qu'il s'agit de prioriser, comme lui-même il avait demandé à l'ancien Premier ministre Mokhtar Wane, parce que quand celui-ci présentait son plan d'action, je pense qu'il avait dit de regarder juste les réformes nécessaires et qu'on puisse rester dans les délais. Donc, ce qu'il a demandé au Premier ministre Wane, je pense qu'il devrait aussi inscrire ses actions dans ce cadre-là. Maintenant, comme l'a dit mon camarade Diko, c'est une déclaration d'intention. Au Mali, la politique de déclaration générale ou même le discours de plan d'action du gouvernement ont toujours été appréciés. C'est dans la mise en œuvre que les Maliens se rendent compte que vraiment ils ont été bernés. Donc tous les deux, vous pensez que c'est juste pour la forme, ce programme? Il n'est pas obligé de... Non, je n'ai pas dit que c'est déclaration d'intention. Non, j'ai dit que c'est une déclaration d'intention. Ce que je vous ai dit, oui, c'est une déclaration d'intention. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le prendre au mot. Il a clairement dit qu'il va le faire dans le temps. Par exemple, si moi je dis aujourd'hui qu'il le dit qu'il va le mettre dans le temps et je dis qu'il ne va pas le mettre dans le temps, c'est comme si je suis en train de faire des préjugés. On le jugera, mais il y a certaines actions, comme je viens de le citer, dont on se pose des questions. Est-ce que sa mise en œuvre peut être faite dans les délais? Ça nous amène à douter. Mais comme quand on le dit en Bambara, donc je pense que très sincèrement, s'il le dit, c'est que peut-être qu'il doit avoir les moyens, mais nous allons veiller à ce que ce qui a été dit soit véritablement respecté. Et ça, nous veillerons. Ok, Boubacar Bokoum, vous êtes analyste politique, vous avez certainement écouté le Premier ministre. Sinon, on vient d'évoquer les 4 principaux axes prioritaires de ce programme de Choguel Kokala Maïga. Vous pensez que c'est un programme qui pourrait être tenu d'ici la fin de la transition? Non, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt cette présentation devant le CNT, mais c'est une présentation, comme il l'a dit M. Diko, c'est une déclaration d'intérêt. Donc, juste une manifestation d'intérêt, et puis voilà, ça s'arrête là. C'est des déclarations d'effet en réalité en politique. Ça ne donne pas lieu d'un programme articulé qui s'adosse à une recherche scientifique ou à quelque chose de très bien posé scientifiquement. C'est vrai, aujourd'hui, les deux sont plus ou moins à l'aise à l'écouter et à l'attendre au tournant pour voir, effectivement, est-ce que tout ce qu'il a dit, il va tenir. Nous, on ne s'inscrit pas dans cette dynamique parce que nous faisons une analyse en amont et on ne voudrait pas que le politique se plante. C'est là la problématique. Donc, ce que Choguel a dit aujourd'hui ne tient pas à grand-chose qui est scientifiquement tenable. Ce n'est pas tenable. Donc, du coup, vous allez voir... Pourquoi ce n'est pas tenable, selon vous? Ce n'est pas tenable parce que quand vous regardez les différents axes, d'abord l'axe sécuritaire, quand tu le prends, on a une posture dans laquelle on fait juste une déclaration pour dire qu'on va résoudre un certain nombre de questions. Mais comment on va le faire concrètement, ça reste difficile à définir. Et ce n'est pas tenable. Faire des élections dans ce contexte actuel, ce n'est pas tenable. Les élections de proximité qui nous ont amenés à cette crise, on ne peut pas répéter les mêmes erreurs d'il y a quelques mois. Donc il y a problème. Donc ce qui me semble être capital dans sa déclaration, c'est à la limite
cette prise de contact réel avec l'ensemble de la classe politique, avec l'ensemble de la population, pour savoir maintenant quelle démarche nous devrions ensemble adopter. La question est à ce niveau. Si on écoute le peuple, on écoute la classe politique, on verra qu'est-ce qu'on peut faire à minima. Aujourd'hui, ce qui semblerait être rationnel, c'est de faire juste des élections présidentielles et avoir un vrai calendrier pour celui qui va venir. Donc si les assises permettent de cadrer ce qui doit être fait en termes de réforme, en termes de tout ce qui doit suivre après, cela va être acté et mis de côté. Ensuite, le président qui va être élu va s'inscrire dans cette logique. Pour l'instant, aller à des élections de proximité me paraît être périlleux, sinon même impossible. Alors, M. Diko, êtes-vous d'accord avec Boubacar Bokoum quand il dit que les élections ne sont pas tenables d'ici la fin de la transition, dans ce contexte? Je crois que la singularité du moment, du contexte, exige beaucoup d'optimisme de la part d'abord des acteurs politiques et ensuite de l'ensemble de la population. Nous sommes dans une période de transition. Tout le monde veut qu'on en sorte très rapidement, qu'on dote notre pays d'institutions indiscutablement légitimes pour pouvoir conduire les grands chantiers, y compris les réformes dont le docteur Choguel a parlé aujourd'hui. Moi, je suis optimiste de nature. Et je pense qu'à écouter, à entendre toutes ces déclarations, toutes ces prises de position, si elles sont sincères, il n'y a pas de raison que le minimum soit possible. J'entends par minimum la nécessité d'aller vers une sécurisation du pays pour que les élections puissent tenir. Je rappelle à mon grand frère Bokoum qu'il n'y a pas d'alternative en démocratie, il n'y a pas d'alternative aux élections. Aujourd'hui, ceux qui nous dirigent ne sont dépositaires d'aucun mandat du peuple. Or, ils parlent et agissent au nom de ce peuple. Donc vous estimez qu'il faut qu'on aille aux élections? C'est un impératif démocratique. Même si c'est des élections bâclées? Je ne le dis pas. Mal organisées? Je ne souhaite pas qu'elles soient des élections bâclées. Il y a des pays plus en crise que le nôtre qui ont eu des élections. Je te dis, il n'y a pas d'alternative à la non-élection. Si on est tous conscients de ça, chacun y mettra du sien pour que le chantier soit véritablement exécuté. Aujourd'hui, tout le monde a conscience des difficultés dont M. Bokoum parle. Moi, je viens d'une région où aujourd'hui, la préoccupation majeure des populations, ce n'est pas d'aller à des élections. C'est avoir le minimum de sécurité pour s'adonner aux travaux champêtres, pour s'adonner aux travaux d'élevage, etc. C'est une réalité. Mais encore une fois, il n'y a pas d'alternative aux élections. Okay. Ce que nous devons faire, la singularité du moment, la particularité du moment exige que l'on fasse preuve de beaucoup d'imagination et de génie pour aller à des élections. Il nous faut aller à des élections et je crois qu'il n'y a pas d'alternative à cela, encore une fois. Alors, on peut dire que ces actes-là sont liés, hein, on peut le dire. La sécurisation du pays, les élections, les réformes institutionnelles. Maintenant, prenons le cas le premier axe, la sécurisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer que d'ici la fin de la transition, on peut sécuriser le pays de telle sorte qu'on puisse tenir des élections, Doumbia? Pour moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de sécurité zéro au Mali. D'insécurité zéro au Mali. Pendant quand même au moins 5 ans, 6 ans. Et si on attend à ce qu'on puisse avoir ça, c'est qu'on ne va pas avoir d'élection. Ce qui est important, c'est qu'on puisse aujourd'hui s'entendre sur les circonscriptions où on peut tenir les élections, dans le cadre d'un consensus politique et d'un consensus global. Absolument. Et de créer les conditions pour pouvoir sécuriser ces endroits et tenir des élections libres, transparentes et crédibles. Et les endroits dont nous ne parviendrons pas à sécuriser? Non, mais c'est que les endroits dont comme quand je parle de consensus, les endroits dont on ne parviendra pas à sécuriser, on ne tiendra pas d'élection. Il ne faut pas on parle avec ambiguïté là. Même les élections présidentielles de 2013, il y a des endroits où on n'a pas pu tenir des élections. Aujourd'hui, la stabilité du Mali dépend des institutions crédibles et notre capacité à conférer de la légitimité à nos institutions. Je vais vous donner un exemple. Tant qu'on n'aura pas d'institutions crédibles, notre budget est financé à plus de 50% par des partenaires. Notre économie est tenue par des partenaires. Et tant qu'on n'a pas une économie solide,
ça va être difficile de sécuriser le territoire parce que ça demande un coût, la sécurité a un coût. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que les forces politiques veulent forcément aller à la conquête du pouvoir, mais nous sommes pour la stabilité de notre pays. Et la stabilité du pays exige à ce qu'on puisse tenir des élections et qu'on puisse conférer à nos institutions une certaine légitimité et une certaine légalité pour pouvoir faire face aux enjeux et aux différents défis. Donc pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, surtout, c'est un peu l'équidistance des différents responsables et leur neutralité. Il ne faut pas que le Premier ministre se montre partisan. Il ne faut pas que ceux qui organisent les élections se montrent partisans. Parce que s'ils se montrent partisans, c'est ce qui va faire en sorte qu'on aille vers une crise politique. Sinon, le problème, ce n'est pas seulement les textes. On a beau adopter des textes, on a beau créer d'organes. Si nous n'avons pas des hommes crédibles ou des hommes animés de bonne foi, ils vont manipuler les résultats. C'est ce qui a toujours été le problème au Mali. Donc pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, qu'on se consacre sur l'essentiel, qu'on discute et que les autorités disent la vérité et qu'on travaille sur la sécurisation des endroits où on peut tenir les élections. Et ça a été fait en 2013. Nous avons identifié des endroits d'insécurité et l'État a pu sécuriser ces endroits, au moins pendant la période électorale. Et ensuite, on se projette dans le temps. Pour nous, vraiment, c'est tenable. Maintenant, dans la déclaration, il y a eu quand même certains aspects qu'on doit souligner. Je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans les détails. Je préfère après. Ok, je l'espère, on va aborder tous les aspects de ce programme. Avant de donner la parole à Boubacar Bokoum, je voudrais vous inviter à écouter ce micro-trottoir qu'on a réalisé à l'intérieur du pays. On va remarquer que la préoccupation principale des populations, c'est la sécurité. La présentation du plan d'action du gouvernement faite par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Chez nous, quand même, à Kaye, les déplacements des présidents, tant qu'ils ne prendront pas en conséquence l'emploi des jeunes dans la première région, ça ne servira à rien. Parce que c'est une chose très prioritaire au niveau de la... Ici à Ségou, nous pensons que c'est donner la main, croire qu'il y aura effectivement un Malien nouveau. Je pense que le changement, ce n'est pas aujourd'hui. En tant que femme de Yorosso, j'aimerais que les premiers ministres songent au Yorossois pour leur sécurité et ensuite pour l'éducation des enfants. Parce que ces moments-là, il n'y a pas d'études au Mali. Et ensuite, la sécurité des ressources. Chez nous, à Sikasso, ici, vraiment, l'insécurité est vraiment grave, vraiment. À Sikasso, ici, depuis le début de cette transition, on a rencontré beaucoup de difficultés au niveau de sécurité. Alors, Bokoum, vous venez d'entendre des habitants de Sikasso, de Yorosso. Si on doit sélectionner, si on doit voir les endroits où il n'y a pas d'insécurité pour que les élections se tiennent, finalement, est-ce que ce sera possible? Où est-ce qu'on va tenir ces élections? Justement, je réitère et je corrige M. Diko que je n'ai pas dit des non-élections. J'ai dit qu'il serait efficient de penser à des élections présidentielles. Et le reste peut être en différé. Donc, je n'exclus pas cette architecture. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans l'architecture actuelle, elle est différente de 2013. Aujourd'hui, nous n'avons presque plus de pays. L'insécurité, si vous écoutez ce micro-trottoir, vous comprendrez que ce n'est plus le nord du Mali qui est en question. C'est l'ensemble de la nation malienne qui est dans l'insécurité. Et même Bamako l'est. La preuve en est qu'on a attenté à la vie du président de la République en plein Bamako et dans la mosquée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation est catastrophique. Je suis d'accord avec lui qu'il faut de l'intelligence. C'est pourquoi cette intelligence nous permet de dire qu'au lieu de créer le chaos, il faut avoir l'intelligence de stabiliser le pays d'abord en élisant un président de la République. Le reste peut être différé. On peut avoir des mécanismes. Aujourd'hui, vous avez le CNT. Il n'est pas élu. Donc, trouver un organe consultatif qui nous permettrait de faire avancer les choses en attendant que nous ayons une bonne assise, une force, cela est possible. Et l'autre chose que mon co-débatteur a dit ici, quand il parle de notre économie qui est à 50% prise par nos partenaires. Mais c'est une honte. C'est une honte. Ah, c'est là où nous interpellons le politique. On se dit, maintenant, qu'est-ce que nous devrions faire pour que nous ne soyons pas tributaires? Aujourd'hui, même quand vous voyez que les élections posent problème, c'est la communauté internationale qui a été la première, avant même la classe politique malienne, à intimer l'ordre à la transition d'aller très vite. C'est clair. Donc ça veut dire que
le fait que nous sommes financés par l'extérieur nous empêche nous-mêmes de définir nos propres politiques et notre propre calendrier. Donc aujourd'hui, la question à laquelle je suis confronté par rapport à la déclaration de Choguel, c'est là où je l'attends, l'économie. Parce que le Mali a 3 problèmes essentiels. L'économie est carrément à terre, il vient de le confirmer. Ça veut dire que si les partenaires ne nous donnent pas de l'argent, nous sommes même incapables de payer nos fonctionnaires. Nous ne sommes pas capables de recruter nos jeunes pour leur donner de l'emploi. Donc il y a juste une petite brèche qui est ouverte par rapport à des petits fonds qui sont alloués soit à la loi de programmation militaire, soit à l'accompagnement des recrutements dans un certain nombre de secteurs, et ça s'arrête là. Est-ce que nos fonctions doivent se limiter à cela? Aujourd'hui, vous avez constaté ces quelques jours, on a des voleurs qui sont arrêtés dans la police, on a des voleurs qui sont arrêtés à la gendarmerie. Ça veut dire que ces gens n'arrivent pas par vocation. Donc du coup, pour aller chercher un petit salaire, les gens sont prêts à se sacrifier pour rentrer dans ces différents corps. Donc si vous prenez la vraie problématique aujourd'hui, nous avons un problème économique, un problème sécuritaire et un problème institutionnel. Tu n'as que 3 points. Et sur ces 3 points, je n'ai pas vu scientifiquement les bases sur lesquelles M. Choguel veut nous embarquer. C'est ça toute la problématique. Parce que quand vous ne définissez pas la vision, les déclarations d'intention, je veux bien. Mais c'est sur quel modèle nous allons partir? Quand vous prenez la gouvernance à Kidal, mais aujourd'hui, vous avez un modèle qui ne correspond à rien du tout. Le modèle de gouvernance qui est un modèle fédératif, à l'intérieur de la zone de Kidal, et ailleurs, vous avez un autre modèle de gouvernance. Quand est-ce que cette classe politique va se mettre d'accord pour nous dire quelle est la nouvelle architecture institutionnelle qu'il nous propose, quel est le modèle économique qu'il nous propose, et quel est ce acte qu'ils vont poser pour que définitivement le Mali soit souverain? Parce que l'emprise que la France a aujourd'hui sur le Mali, parce que tout est négocié à partir de Paris. Le FMI et la Banque mondiale nous mettent la pression pour nous empêcher d'aller. Même l'éducation, nous ne pouvons pas former ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas recruter ce que nous voulons. Il y a des problèmes. Donc c'est sur ces grandes questions que nous attendons que les politiques nous donnent des recettes. D'accord. Si on va donner la parole à Diko. Nous n'allons pas être à mesure pour qu'il puisse d'écouter des discours qui, ça fait plaisir quand on les écoute. Je vais résoudre la sécurité, je vais relancer ceci. C'est très beau. D'accord, on va donner la parole à Diko pour qu'il puisse vous répondre. Mais avant, Diko, vous avez tous convenu que c'est un programme trop ambitieux, mais selon vous, quelles doivent être les priorités des priorités, si on peut l'appeler ainsi, auxquelles le Premier ministre doit s'attaquer? Moi, je crois que je voudrais rassurer mon grand frère Bokoum que quand il propose qu'il y ait élection présidentielle, la tenue des élections présidentielles obéit aux mêmes exigences de sécurité que la tenue d'élections législatives ou municipales. Le scrutin présidentiel, c'est un scrutin qui met en mouvement l'ensemble national, l'ensemble du pays, l'ensemble du territoire national. Donc je ne comprends pas quand il dit que l'élection présidentielle, oui, peut se tenir, mais les autres élections, non. Je crois que le territoire, il est unique et les exigences de sécurité valent pour l'élection présidentielle que pour toute autre élection. Ceci dit, je pense que le porteur même du plan d'action a défini les priorités. C'est bien entendu la sécurité qui est ressortie dans votre micro-territoire, qui semble être aussi la préoccupation de tous mes amis ici. La tenue d'élections générale, c'est une exigence de la classe politique. Il y va même de la crédibilité de nos institutions, de la crédibilité de la place du Mali dans le concert des nations. Aujourd'hui, nous sommes une espèce de risée dans le concert des nations. Tout le monde s'intéresse à la question du Mali. Tout le monde s'autorise à analyser, à donner des avis sur la marche de notre pays. Tout simplement parce que nous sommes dans une situation particulière qui n'est pas reluisante pour notre pays. D'où les commentaires par-ci, par-là. Maintenant, les commentaires par rapport à la France, par rapport à la communauté, moi je ne me retrouve pas dans ça. Je pense que par rapport au deuxième, si on peut l'appeler ainsi, deuxième coup d'État, moi j'ai écouté le président français, il n'était pas d'accord avec la prise de position et des Maliens et de la CEDEAO. Je pense que c'est un signal fort que plus que jamais, contrairement à ce que je viens d'entendre ici, que nous pouvons affirmer
à la face du monde notre leadership national. Alors, pourvu qu'à l'interne, nous fassions preuve de consensus dans les positions nationales que nous défendons devant qui que ce soit. Vous estimez tous les deux, Doumbia et vous, Diko, qu'il faut atteler aux élections. Oui. Mais on voit que sur cette question d'élection, toute la classe politique n'est pas sur la même longueur d'onde. Par exemple, par rapport à l'organe unique de gestion des élections, on voit des partis déjà qui sont en train de mettre en place une coalition pensant que les autorités actuelles veulent prolonger la transition. Votre parti fait partie de cette coalition. Monsieur, je pense que ça, là, il faut faire extrêmement attention. C'est là que vous appelez partis qui sont en train de mettre une coalition. Moi, je n'ai pas entendu des griefs par rapport à la tenue d'élection. Ils veulent construire un esprit alerte, ce qui est absolument normal en démocratie. Rappelez que la durée de la transition est déjà actée dans la charte et il n'est pas question de revenir là-dessus. Moi, je salue cet esprit-là, pourvu qu'il continue et que les uns et les autres soient sincères dans ce qu'ils disent. Mais est-ce que c'est parce qu'ils soupçonnent quelque chose? Je ne saurais le dire. Le faire serait un procès d'intention. Et je ne pense pas qu'il soit capable d'aller à ça. Bon. Maintenant, parlant de l'organe unique de gestion. Avant d'arriver à l'organe unique de gestion, je vais poser cette question à Doumbia. Je vais poser cette question à Doumbia, dont le parti fait partie de cette coalition. Doumbia. Oui, je vais vous redonner la parole tout de suite. Moi, ce que je vais tout simplement vous dire... Oui, pourquoi cette déclaration de l'autre jour? La déclaration tout simplement pour alerter et être dans la même dynamique que les autorités de la transition. Parce que jusqu'à présent, je m'explique. Jusqu'à présent, le président de la transition a déclaré, lors de sa prestation de serment, qu'il allait respecter le délai. Le Premier ministre a parlé de respect de délai. Malgré tout ça, vous alertez. Mais attendez, écoutez-moi. Oui. Le plus important, c'est de dire à ceux qui respectent les délais, on alerte. On alerte pour dire que pour que l'histoire retienne qu'à un moment donné, les partis politiques l'ont dit aussi. Tout le monde est en train de le dire et nous réaffirmons ça. Ce n'est pas une question de dire nous doutons, nous ne doutons pas. Le plus important, c'est le contenu du discours. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ce n'est pas parce qu'on est contre l'organe unique. Nous, notre parti, nous l'avons assumé. Nous sommes pour l'organe unique et nous pensons que c'est tenable dans le temps. Même si d'autres pensent le contraire. Mais ceux qui se sont déclarés l'autre jour, c'était sur des questions bien précises. Il ne s'agissait pas de l'organe unique. Il s'agissait de parler de la sécurisation du pays. Il s'agissait du respect de nos propres engagements. Là, ça m'amène à dire que ce n'est pas la communauté internationale qui a été le premier à fixer le délai. Le délai, c'est lors des assises nationales. C'est nous-mêmes qui avons convenu de ce délai. Et ce délai a été communiqué à la communauté internationale et aujourd'hui, s'il y a qu'il a endossé et qui dit de respecter le délai. Donc c'est venu d'abord de la partie malienne. Ça, cette précision, je voulais un peu le donner. Oui. Maintenant, quand on va parler de consensus, de rassemblement, ça exige certaines postures. On ne peut pas aller au rassemblement et au consensus tant que le Premier ministre lui-même continue à diviser la classe politique entre force du changement et force rétrograde. Aujourd'hui, dans sa déclaration, il a parlé de force du changement. Ça veut dire que qui ne sont pas force du changement? Alors qu'aujourd'hui, il doit être dans la dynamique de rassembler. Dans son discours, il a parlé du M5 RFP qu'il a remercié. Aujourd'hui, il est le Premier ministre de tous les Maliens. Il n'est pas le Premier ministre du M5 RFP. Donc, cette posture, c'est un conseil qu'on donne au Premier ministre. S'il veut rassembler, il doit tenir des discours qui rassemblent. Il ne doit pas faire de distinction entre Maliens qui veulent le changement, Maliens qui ne veulent pas le changement. On doit être dans la dynamique d'amener tout le monde vers le changement. Ça, c'est une dynamique positive. C'est un appel que je lance au Premier ministre. Ce n'est pas pour polémiquer, c'est juste un appel. Et ce qui est surtout important aujourd'hui, la sécurisation du pays, nous en parlons tous. La preuve, dans la déclaration du Premier ministre, il parle de sécurisation. Lorsque Mokhtar Ouane a parlé, il a parlé de sécurisation. Donc nous ne sommes pas contre ça. Mais il faut qu'on s'organise à mieux cadrer le pays pour qu'on puisse tenir les élections et aller vers l'insécurité, pour résoudre l'insécurité à long terme. Parce que la situation dans laquelle nous sommes, c'est une situation instable, c'est une situation d'incertitude.
une transition, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'on sorte de la transition dans les délais. Okay. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de travailler à ce qu'on puisse véritablement atteindre ces objectifs. Maintenant, l'objectif, la priorité... D'accord, nous allons vous redonner la parole. Boubacar Bokoum, aujourd'hui, ils sont pour que les élections se tiennent aux dates indiquées. Mais tous les Maliens ne sont pas de cet avis. Il y a des Maliens qui estiment aujourd'hui qu'il faut prolonger la transition et résoudre certaines questions avant d'aller aux élections. Aujourd'hui, comment trouver le juste milieu selon vous? Ok, avant de répondre à cette question, je voudrais juste rectifier ce que mon collègue a dit. L'inclusion. On n'a pas assez de temps. Non, l'inclusion de la date, il y a beaucoup de facteurs. La CEDEAO a intimé l'ordre, quand bien même ceux qui étaient là ont voulu aller faire les 3 ans, le reste du mandat du reliquat d'Ibrahim Boubacar Keïta. C'était ça le deal de départ. Donc les tractations ont fait qu'on en est arrivé là. Mais ce n'est pas là la question. Et l'autre élément de la réaction des groupes de partis politiques qui s'est réunis, c'est suite à la déclaration du shérif de en réalité. Donc l'alerte vient en réalité de là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sous-tend qu'il y a de la manipulation, il y a une volonté manifeste d'aller vers la prolongation de cette transition. Et ce message nous vient de Nioro du Sahel. Donc c'est tout à fait normal que les politiques soient alertes par rapport à cette remise en cause du prolongement du délai de la transition. Mais l'autre chose qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez que les gens ils sont divergents, parce que à tort ou à raison, les gens pensent que Assimi est la solution. Peut-être à cause du mythisme qu'il entretient aujourd'hui, son silence qui est là, qui lui prête beaucoup d'intentions patriotiques. Alors, si on va de ce postulat, certains pensent effectivement que cette classe politique qui se prononce aujourd'hui face à l'écourtement ou au maintien du délai, était acteur sous Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, étant acteur, vous venez aujourd'hui demander à un patriote de ne pas aller plus loin. Donc, cela n'est pas compris par la population. Donc, ça ne donne pas de l'aval d'une certaine légitimité au niveau populaire. Mais ce qu'il a dit, démarche politique l'exige. Maintenant qu'on respecte des délais qui sont prescrits, acceptés par tout le monde, cela est tout à fait normal. Maintenant que la population aussi exprime un peu son doute et la bonne foi des acteurs qui ont prononcé ces mots, c'est là aussi des bonnes augures. Donc pour vous, il faut respecter le délai? Pas forcément. C'est-à-dire le délai pour moi n'est pas tabou. Hein. C'est comme la Constitution de 92. On peut tout toucher en réalité. Il s'agit de quoi? Moi, ce qui me dérange, c'est que quand je parle du mythisme de Assimi aujourd'hui, c'est que la vision du leader n'est pas totalement affichée. Donc ça pose problème. Si on a une vision, un modèle clair sur un calendrier bien fourni, la classe politique peut être d'accord, mais ce ne serait pas de façon unilatérale. Si on doit prolonger, c'est de commun accord qu'ils le diront. S'ils doivent s'arrêter à ces 18 mois, ça c'est du rôle de la classe politique. Pour nous, il n'y a pas de mythe, en fait, on prolonge. Le problème, ce n'est pas de prolonger ou de diminuer, mais c'est quelle est la substance réelle qu'on apporte pour stabiliser le pays. S'ils sont capables de le faire en 6 mois, nous sommes prêts à ce qu'ils écourtent. Je me rappelle à l'époque, Badaw avait dit qu'il n'allait pas faire les 18 mois. S'ils peuvent encore, dans 2 ou 3 mois, finir toute cette histoire et s'en aller dans les casernes, c'est la bienvenue. Ok, Monsieur Diko, plus de 2000 milliards, c'est ce que va coûter ce programme d'action de Choguel Kokala Maïga. Où est-ce qu'on pourrait trouver cet argent? Bon, je crois que Choguel sera, dans les jours à venir devant les membres du CNT pour expliquer comment trouver justement ce financement. Mais vous pensez aujourd'hui que le Mali est en mesure de... Non, je ne pense pas que le Mali soit en capacité de financer 2000 milliards. Encore une fois, cette déclaration, c'est une déclaration d'intention. Mais c'est à travers cette déclaration qu'il veut résoudre les préoccupations des Maliens. Il y a les intentions, il y a les réalités concrètes qui se décident peut-être ailleurs. Aujourd'hui, le Premier ministre peut décider de faire la route Douanza-Sévaré. Les vicissitudes de la vie font qu'il ne peut pas le faire. Non, je crois que ça, il va l'expliquer lui-même. Mais avant, je voudrais quand même rassurer que toute la classe politique, y compris ceux qui étaient à l'hôtel de l'Amitié l'autre jour, ont exprimé leur souhait, leur soutien à cette transition. À entendre M. Doumbia, quand Dr Choguel parle de force du changement, je crois qu'il y a une réalité historique qu'il ne faut pas occulter. Le 5 juin, des Maliens se sont retrouvés pour dire non à un régime. C'est une insurrection populaire qui a
occasionné l'avènement de cette nouvelle ère transitoire. Il ne faut pas l'occulter. Il y en avait d'autres qui étaient de l'autre côté, qui disaient qu'on pouvait s'accommoder avec, la situation du jour. Force aidant, l'insurrection a pris le dessus sur ces forces qui étaient là, que moi je ne qualifie pas de rétrograde. Je crois que chacun défendait son point de vue. Donc aujourd'hui, Choguel est tout à fait légitime à parler de force du changement. Parce qu'effectivement, il y a eu des forces qui se sont levées pour dire nous exigeons un changement. Pendant que d'autres, qui sont aussi des Maliens... Mais est-ce que depuis qu'il est là, est-ce qu'on a constaté ce changement? Surtout quand il parle de rupture de gouvernance dans la gouvernance. Je pense qu'il y a des signaux qui sont donnés, qui nous permettent aujourd'hui de croire que les forces le changement attendu est en marche. Encore une fois, nous sommes dans une période de transition limitée dans le temps et qui exige de chacun des acteurs qu'on taise les rancœurs, qu'on sorte des surenchères, qu'on sorte des outrances, qu'on sorte des invectives pour se consacrer à notre Mali. Ne serait-ce que pendant cette période. Leur esprit alerte est une très bonne chose. Mais je pense qu'il est moins attendu de l'alerte que des propositions concrètes d'amélioration en termes d'animation de cette transition, en termes d'inclusivité de cette transition. Cela est bien compris. Monsieur Doumbia, nous avons entendu Choguel aujourd'hui, il parle de réformes institutionnelles, d'élections générales, mais on ne sait pas quelles sont les élections qui sont maintenues. Est-ce que c'est toutes les élections qui vont se tenir? Si vous avez des informations par rapport à ça, est-ce que c'est possible de tenir les 7 scrutins qu'on avait annoncés dans le temps restant pour la transition? Il y a plein de est-ce que, parce qu'il n'y a pas eu trop de précision dans la déclaration. Maintenant, ce qui est important, on attend de lui un chronogramme. C'est pourquoi, lors de la déclaration l'autre jour, nous avons demandé un chronogramme des élections. S'il dit qu'il va le tenir dans les délais, il reste quelques mois. Il n'a qu'à donner dans cette semaine un chronogramme de ces élections. Ça, c'est des attentes. Maintenant, quand je parle de rassemblement, soit on veut rassembler, soit on fait de l'hypocrisie politique, on ne rassemble pas. Si tu veux, historiquement, rassembler les gens dans le cadre d'une transition, il y a des discours qu'on ne tient pas. S'il y a des gens qui se sont battus, c'est un fait. Mais c'est un conseil d'amis que je donne à celui aujourd'hui qui parle de rassemblement national. C'est un conseil historique que je donne à celui qui veut prôner le changement, la rupture avec les comportements anciens. Ce conseil est qu'il se mette au-dessus des positions partisanes. Aujourd'hui, parler du M5, c'est être le Premier ministre du M5, ça amène des doutes sur ses actions futures parce qu'il est chargé d'organiser les élections. Aujourd'hui, parler de force de changement et traiter d'autres qui ne sont pas du changement, c'est un fait partisan qui montre que le Premier ministre peut manipuler les élections à sa guise pour imposer des forces que lui, il considère comme des forces de changement. C'est des conseils que l'on donne. Et c'est une proposition. Comme vous me demandez de proposer, c'est une proposition qu'il change de posture. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, les propositions de Yéléma sur les questions de sécurité, sur les questions institutionnelles, nous avons toujours appliqué. Dit, le dialogue national inclusif, qu'est-ce qu'on peut faire lors des assises qui peut aboutir à des recommandations qui n'ont pas été dites lors des dialogues nationaux inclusifs. Donc, ce qui est important aujourd'hui, il a donné des priorités. Je suis d'accord avec ces priorités. Mais comment atteindre l'objectif de ces priorités, c'est ce qui pose problème. Par exemple, pour les réformes institutionnelles, il reste quelques mois. Comment tu vas faire un dialogue au niveau régional et monter jusqu'au niveau national? C'est pour encore gaspiller les ressources de l'État, alors que on ne peut pas parler de refondation sans parler des recommandations du dialogue. Le dialogue a tout traité. Et en plus, il nous parle de résolution exécutoire. Quelle loi permet de rendre exécutoire une assise, les décisions d'une assise sur un président démocratiquement élu? S'ils veulent adopter une loi, le nouveau président peut abroger cette loi. Donc aujourd'hui, il y a en fait pour moi des alibis pour satisfaire un peu certaines personnes peut-être qui n'ont pas participé au dialogue national inclusif. Mais ce qui est important, c'est que le Premier ministre soit le Premier ministre de tous les Maliens. C'est important. S'il n'adopte pas cette posture,
il va nous amener dans les problèmes. Et que Dieu nous garde, nous le prions qu'il se ressaisisse. Cela est bien compris. Je rappelle que vous vouliez parler des assises nationales sur la refondation au lieu de dialogue national. Monsieur Bokoum, nous voyons que c'est des positions divergentes ici, sur notre plateau. J'imagine au sein de la classe politique, comment maintenant concilier ces positions, et sinon, est-ce qu'il faut aller à une prolongation de la transition? Parce que sans une conciliation de ces positions, rien ne pourra se faire. Oui, sans entente, rien n'est possible, c'est vrai, mais le leader peut imposer la ligne de conduite et imprimer une bonne démarche. Qui est le leader? Ça doit être Assimi. Est-ce qu'il maîtrise tout? Je n'en sais absolument rien, j'attends qu'il me le dise, mais en réalité, sa posture doit lui permettre d'arriver à ça. C'est ça la réalité. En réalité, quand vous observez la démarche de la transition, je ne suis pas très optimiste, contrairement à mon frère Diko, parce que pour moi, une transition, elle doit être très très limitée dans le temps, et elle doit être scientifiquement menée et bien menée. Ça veut dire que si vous avez une planification à la base, la programmation à laquelle il fait allusion doit être arrimée à une planification. Donc, ce qui va nous permettre, dans un bref délai, d'atteindre des résultats efficients. Maintenant, si on se contente des déclarations de politique générale, comme on le fait généralement, et cet exercice répond exactement à ces cadres. C'est pourquoi je suis très sceptique, parce que j'aurais souhaité que lui, n'étant pas dans le cadre d'un gouvernement normal, étant dans le cadre d'une transition, il ne fallait pas aller dans le fourre-tout. Il fallait être très succinct, très précis et très méthodique par rapport aux axes essentiels que l'on peut résoudre, et avec les moyens dont nous disposons réellement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Maintenant, s'il faut s'étaler sur plus de 2000 milliards, après, on va commencer à se gratter la tête pour demander à Bruxelles, à l'Union européenne, ou je ne sais pas, à la France de nous financer, mais c'est extraordinaire. Donc, je pense qu'il faut être très réaliste et pragmatique. Regardez sur le terrain, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est possible. Et ça l'est si toutefois son histoire d'assises, je la trouve quand même très intéressante, l'assise, contrairement à la classe politique. On va conclure là-dessus. Le dialogue national inclusif a été charcuté à un moment donné. Parce que nous avons constaté que quand il y a eu des remontées, au niveau de Bamako, on a eu l'impression qu'il y a eu un autre dialogue bis, ne tenant pas compte des choses qui ont été faites en amont à la base. Donc aujourd'hui, je pense que si on veut avoir une bonne gouvernance qui réponde aux normes actuelles de la crise, il faut écouter réellement le peuple. Au lieu d'aller prendre des préfets, des sous-préfets, et écouter quelques politiques et ramener ça à un niveau, faire une compilation pour dire que c'est des résolutions, il faut éviter ça. Il faut réellement qu'on aille au fond des choses, cette fois-ci, qu'on écoute réellement le peuple et que ce qui vient du peuple soit le modèle de gouvernance que les politiques vont adopter. Il faut écouter réellement le peuple. C'est sur ce qu'on va conclure cette émission qui parlait aujourd'hui du programme d'action gouvernementale que vient de présenter le Premier ministre Choguel Kokala Maïga devant le Conseil national de transition. Pour en parler, nous recevions sur notre plateau Amidou Doumbia du parti Yelema, Mamadou Diko de l'Union nationale, de l'Union pour la République et la démocratie, et Boubacar Bokoum, analyste politique. J'ai eu le plaisir de présenter ce débat, mis en onde par Mamadou Ouattara, mis en onde plutôt par Mamadi Keïta, et à la régie vidéo Salim Diouara. À demain pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.